Bonjour à tous, bienvenue sur Torah Inside pour un nouveau format podcast. L'idée est toujours de rentrer dans les coulisses du monde de la Torah. On va recevoir des invités, des directeurs d'associations, de yeshivot. Et pour commencer notre premier épisode, on a l'honneur et la chance de recevoir le Rav Dourmashkin. Rav, bonjour. Bonjour. Faut savoir que le Rav Dourmashkin, il a sa yeshiva à Bnei Brak, Ochot Yaakov, depuis maintenant 17 ans. Mais avant ça, le Rav, il a un parcours un peu particulier parce qu'il a eu la chance d'être proche d'Egdolim. Il m'a même dit une fois, si je ne me trompe pas, que le Rav Steinman, bien avant qu'il soit connu comme on l'a connu, ça a été comme votre deuxième papa. C'est lui qui me l'a dit. Et vous avez même été dans la même yeshiva que le fils du Rav Kanevski, si je ne me trompe pas. J'étais assis sur le même banc. Alors voilà, donc j'imagine qu'on va voir des petits témoignages, des petites histoires comme on les aime bien. Il y a même une surprise, pour ne pas dire une bombe, au sujet du Rav Kanevski, mais on n'en parle pas tout de suite, on verra ça peut-être plus tard. En tout cas les amis, c'est parti. Est-ce que vous pouvez un petit peu, pour ceux qui ne vous connaissent pas encore, raconter votre parcours jusqu'au moment où vous avez ouvert la yeshiva? Pas juste un petit moment. Le parcours jusqu'à moment où j'ai la yeshiva, bon, Hachem et Mami, dans le chemin de la Torah, m'a rapproché d'Egdolé Israël, et petit à petit. Alors je vais vous raconter un petit peu de quoi il s'agit. Bon, Hachem, j'ai le mérite d'avoir un père qui m'a mis dans la Torah, déjà en France. Naturellement. D'où vous venez en France? De Paris. Paris, Gare de l'Est. Un bon Parisien. Tout simplement, un bon Parisien. Voilà. Et après, mon père, il a ouvert l'école du Rincy, dans le Merkaz Torah. C'était à ce moment-là la seule, avec Rabbi Yaakov Toledano. Ah, je ne savais pas qu'il y avait quelqu'un d'autre à part le Rav Toledano. Rav Toledano, il a ouvert son école. D'abord, Rav Toledano, il avait d'abord ouvert une yeshiva. Il s'est rendu compte que les jeunes petits Parisiens, comme moi, ils étaient dans les écoles qui n'étaient pas tout à fait dans le chemin de la Torah. Donc, il a cherché, il a ouvert une école, et là, il a appelé mon père. Si mon père, que lui-même, mon père était enseignant depuis des années dans certaines écoles juives en France, des écoles juives, mais pas des écoles qui mettent le principal sur le Limoud Torah. Et à ce moment-là, Rabbi Yaakov Toledano, il a ouvert cette école, il a appelé mon père, ce qui peut venir. Et mon père, en effet, il a travaillé là-bas pendant 28 ans. Donc, on a commencé le chemin là-bas. Donc, vous avez fait votre cursus au Rincy, au Merkaz, etc. Exactement, au Merkaz. Après, on avance un petit peu. On est passé un petit peu à Aix-les-Bains. Et après, je suis parti directement à ce moment-là de Montagne. Il n'y avait pas du Shiva Ketana en France. Donc, on parle de quelle année, là? On parle en 84. D'accord. Donc, mon père, il m'a envoyé en Angleterre à Gateshead. Ça nous prenait 24 heures, parce qu'on n'avait pas d'argent pour prendre l'avion. Donc on prenait le bus, même pas l'avion, on prend le train, on prenait le bus, à la place de Stalingrad, après le bateau, encore une fois le bus, on arrive à Londres. Paris-Londres, 24 heures, vous avez fait? Paris-Gateshead. Et après, on arrivait de Paris jusqu'à Londres, on passait la nuit là-bas, on voyage toute la nuit, on arrivait le matin vers 6h du matin, 7h du matin à Londres, on avait le prochain bus qui nous amenait à Gateshead, on arrivait à 4h de l'après-midi à Gateshead. On est terrible. Et je vais encore plus pour montrer la grandeur de mon père. C'est qu'il y avait le mariage de ma sœur au milieu du mois de Elul. Donc il y a un Zman qui fait 6 semaines. Et ben, mon père m'a dit, il n'y a pas de problème, tu viens pour le mariage, mais tu repars. Donc j'ai fait l'aller pour presque 24 heures pour le mariage. Le lendemain du mariage, tu repars pour encore 10 jours de yeshiva. Extraordinaire, pour 10 jours de yeshiva. Voilà. Pour voir, parce que Talmud Torah, quel gars de coup là. Magnifique, on aurait pu se dire, bon, il reste 10 jours, c'est la fin du Zman, je reste un petit peu. Exactement. 10 jours, on revient du tu vas tuer la Torah. Super. Et c'est d'une façon naturelle. Donc ça, c'est déjà ancré dans le sang, Ahavat Torah, l'amour de la Torah. Ensuite, de Gateshead, je suis parti à Ponevezh. Et puisque j'arrivais en Israël, j'avais un but pour moi, de me rapprocher d'Egdolé Israël. Ça, c'était pour moi, c'est avant tout. Les gens m'ont dit, tu verras, tu arriveras à Ponevezh, ce sera difficile. Tu vas dans les il y a 500 personnes, 600 personnes, à ce moment-là, avec 600 personnes. Comment tu vas te rapprocher d'Egdolim? Et au Hachem, chaque jour, je venais parler au Rav Shach, au Rav David Povarsky. Et là, j'ai commencé à apprendre à m'ancrer la Torah. Il y avait une fois, une petite anecdote que j'ai eue, au bout de 2-3 mois, quand je suis arrivé à la Yeshiva, j'avais un petit problème technique, je ne savais pas à qui demander. Ça ne se faisait pas de partir chez Rav Shach. Pourquoi? Parce que quand on rentrait chez Rav Shach pour lui demander une question, alors puisque je suis un bro de la Yeshiva, donc ça veut dire que je le parle en limoud. Donc dès que tu lui parles, tout le monde venait pour lui parler avec lui. Donc voilà. Donc, c'est une question personnelle qui est devenue publique. Voilà. Donc qu'est-ce que je fais? Je suis parti voir, je suis descendu de la Yeshiva, on est parti à Rov Razunich 5.
À ce moment-là, personne ne connaissait c'était quoi Chazonich 5. Chazonich 5, c'est là où il y avait Rav Steinman qui était là-bas. On a commencé à discuter, on a commencé à prendre il a commencé un petit peu à m'approcher, à me rapprocher de Mekarev. Et après, un jour, il me fait, écoute, ici, en Israël, c'est moi ton père. N'importe quoi que tu sois, que tu as besoin, je suis avec toi. Exceptionnel, mais vous pensez sur quels critères, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi il n'était pas encore le guide du... Mais à ce moment-là, je me promenais avec lui dans la rue. Bon, vous voyez, Rav Steinman, d'accord. Je me rappelle plusieurs fois que j'allais avec lui l'amener parce qu'il était à ce moment-là Rosh Hashanah de Ponevezh. Donc on allait ensemble, dans le chemin, on discutait ensemble, aller-retour. En tête à tête, personne. Oui, bien sûr. Plusieurs fois, je lui demandais des questions au niveau d'Alacha. Eh ben, il m'a dit, attends une minute, viens. Il a commencé à prendre un sefer, on s'assoit ensemble, on a commencé à discuter. C'est pas dans les années plus tard. Je joue pas maintenant en environ 88, 89. C'est à ce moment-là. Et à ce moment-là, on a commencé à avoir un kécher. Et bon, Hachem, ce kécher, il était là, jusqu'à tel point que le jour, quand Rav Steinman, il nous a quittés, donc je suis parti naturellement au Shiva. Les enfants de Rav Steinman, donc Rav Shraga Steinman, ils m'ont dit, qu'est-ce que tu fais ici? Fait, pourquoi t'es pas Yoshev Shiva avec nous? Oh là là. Donc là, Incroyable. ça pour moi, ça m'a chauffé le cœur. Ça m'a montré que vraiment, dans la maison de Rav Steinman, on le pensait vraiment, quand Rav Steinman me disait que je suis ton fils, j'ai pensé que c'était mon fils. Et donc justement, cette proximité, vous avez des petites anecdotes, des témoignages, des choses que vous avez vues que personne qui n'est pas connu du public encore, que vous avez été témoin vous-même? Vous savez quoi? Je vous raconte quelque chose qui m'a impressionné. Et ça, les gens ne se rendent pas compte. Jusqu'à maintenant, pour moi, ça m'a pris du moussard. Je suis avec Rav Steinman. Le soir, on discute ensemble. C'était 11h30, minuit. Ben, je vois Rav Steinman tout simplement. Le grand Rav Steinman, tout simplement, il prépare lui-même ses habits pour dormir. Il prépare son kéli pour pouvoir le mettre à côté de son lit. Et puis, il demande à sa femme, encore combien de temps on va dormir? C'est des choses que nous avons l'impression que les Gedolim, ils sont ils sont pas ici. Ils sont pas dans ce monde. Je raconte encore une petite anecdote. J'avais un fils qui était hospitalisé et on ne savait pas si on pouvait faire le Brit Mila, pas le Brit Mila, etc. Donc naturellement, Rav Steinman qui était mon père et mon conseiller, j'allais chaque fois lui demander qu'est-ce qu'on fait, etc. À un moment, il était 4h l'après-midi. Il fait, bon alors il faut comme ça, maintenant on va faire le Brit Mila. Écoutez bien. Il met sa veste. Bon, on va comme ça à l'hôpital ensemble pour faire la Brit Mila, pas de problème. On commence à sortir. Il fait 2 minutes. Il revient chez lui. Il dit à sa femme, je m'excuse, j'ai oublié de te dire, je vais partir maintenant quelques minutes. Il revient. Qu'est-ce que je vous dis? C'est connu, ça, c'est la marque de fabrique des Gdolim, d'avoir ce respect-là envers sa femme. Voilà, exactement. Moi, je m'excuse de vous dire, pour moi, je dis c'est ça les Gdolim Israël. Une fois, je devais partir en France pour la yeshiva. Il m'a demandé combien t'as payé ton billet? Attendez. Ah, comme j'ai commandé billet. Il fait, pourquoi tu as payé si cher? Tu peux pas avoir moins cher? Qu'est-ce que je voulais vous dire? C'est quelque chose qui est... Encore, je peux vous raconter encore tellement de choses. C'est-à-dire, on peut croire qu'ils sont occupés que à des choses très spirituelles, très, très élevées. Et en réalité, les petites choses simples de la vie, ils sont très connectés en réalité. Je peux vous raconter encore ça. Des milliers, parce que tellement les gens ils se sont moqués de moi. Une fois, quand j'étais bacho à la yeshiva. Dis-moi, t'as changé tes chaussettes ce matin? Je lui ai dit, dis-moi, ça va? Non, parce qu'elle t'a demandé, est-ce que t'as demandé avant à Rav Steinman? Ça, c'était le... Voilà. Mais Baruch Hashem, je fais une chose qu'on l'a vu chez lui, chaque chose, comment, tout, il vivait. Une petite anecdote. Je dis, voilà, il y a quelqu'un à Marseille, parce que moi-même, on en parlera bientôt. Moi-même, j'habite à Marseille pendant 2 ans. Et un jour, il y a une femme qui m'appelle de Marseille. Mon mari qui vous adore, il commence ne plus à vouloir être Shomer Shabbat. Rav Steinman dit... Alors, je vais chez Rav Steinman. Je lui parle. Il fait peut-être que sa femme n'est pas suffisamment belle pour lui. Mais je fais... Quel rapport? Quel rapport? J'ai pas demandé ça. Je dis non, j'ai été me varer. Il me dit non, tout est ok entre eux. Bon, très bien. Je monte au Kollel Ponevezh, où j'ai des bravotos, des
des géants en Torah, directement, la personne, je raconte ça à Machavot. Hein. Je me suis évident. Je dis quoi, c'est évident? C'est un midrash. C'est un midrash. Que les bénis Israël, quand ils étaient dans le Midbar, ils ont fait la rayot, ils ont pas voulu être Shomer Shabbat, à cause parce qu'ils voulaient avoir la rayot. C'est juste une façon comment se permettre. Bon. D'accord. Bon. Avshem, il a dit. La femme qui me rappelle, fait, est-ce que vous pouvez peut-être venir lui parler? Je dis, pas de problème. Je lui demande Avshem, qu'est-ce que je fais? Je fais, bah vas-y. Je suis un vrai. Fais pas un aller-retour. Très bien. Donc c'est parti jusqu'à... Je suis parti jusqu'à Marseille. Je vous en raconte encore une bientôt. Je suis parti jusqu'à Marseille. Alors, j'ai parlé. Vous avez fait Bnei Brak Marseille pour aller voir ce couple-là? Oui. Ok. Bon, D'accord. j'ai parlé avec le monsieur pendant des heures, avec le madame pendant des heures. Et en effet, ce monsieur-là, en effet, il y avait une Goya qui lui a tourné la tête. Bon, maintenant ils sont divorcés. 15 ans plus tard, même plus tard, plus, je vais chez Rav Shtelman, au moment où il y avait déjà, c'était déjà le Rav Shtelman, le Maligador, le Gadol. 15 ans plus tard, je vais chez Rav Shtelman. Est-ce qu'on a, parce qu'à ce moment-là, j'avais mes Shiva. Est-ce qu'on a le droit d'avoir un donateur pour la Shiva qui est marié avec une Goya? J'ai une question. C'est une question tout à fait Légitime. Il me fait, quoi, t'as pas réussi? Il me fait, je sais quoi? Bah, t'avais voyagé, non? Pour essayer d'arranger la chose. Je lui ai pas dit qu'il connaissait une Goya. Je lui ai juste dit une mot. Je lui ai juste dit qu'il était avant, il écoutait mes shiurim, et maintenant il veut plus être chez Shabbat, et sa femme comprend ce qui se passe. Il a compris, mais c'est pas ça. Vous voyez ce qu'il a vu, moi je dis que c'est autrement. Il s'est rappelé? Il s'est rappelé, on parle qu'il y avait déjà 300 personnes par jour, 300, 400 personnes par jour, qui venaient chez lui, lui demander des conseils ou des brarotes. Donc 20 ans plus tard? Oui. Je sais pas. Extraordinaire. Ouais, c'est des choses qui sont... Pour moi, ça m'a choqué. Ah non, mais il y a de quoi être choqué. Voilà. Extraordinaire. Dans petite parenthèse, mais je pense que ça intéresserait les gens, c'est super d'être proche d'Egdolim. Mais aujourd'hui, c'est pas difficile. Il y a tellement d'engouement, il y a tellement de monde, il y a tellement de... Comment on peut réussir aujourd'hui, en 2026, de mériter une proximité comme vous avez vous méritez avec l'Egdolim? Est-ce que c'est possible d'abord? Tout est possible. Je vais dire quelque chose. Et ça que les gens ne savent pas. Il y a l'Egdolim et ce qu'on appelle en hébreu le Chatzer. C'est tous les gens autour. L'Egdolim, ils savent, c'est des gens simples. Comme toi et moi. Vraiment, aucun problème. Je vais raconter une petite anecdote qui n'est pas de moi, vous allez comprendre. Un des Gadol Israël, je ne vais pas dire de nom, est arrivé une fois à Aix-les-Bains. Très bien. Donc naturellement, ils ont fait le tour de la France. À un moment, on a demandé quelqu'un donc pour le Kavod, un des Balébatim qui a une très très belle voiture. Mais cette personne-là, il connaissait l'hébreu d'une façon minimum. Il lui a dit au milieu, donc ceux qui connaissaient les mains, il a dit, moi, ça te fait vrai. Comme ça, il le dit directement, je peux le lire en fait, au nom de Go, mais bon. Il fait, Tagilli, Atalorot Stavoïd, la Voïtixat, l'Itavrer Balpim. Est-ce que tu peux venir avec moi un petit peu prendre de l'air aux Alpes? Et comme ça qu'il lui parlait, de façon comme ça. Le nom de Go, il a dit, je n'ai jamais eu un séjour aussi bien que celui-là. On m'a parlé au même niveau. Waouh, extraordinaire. Faut comprendre une chose. Et ça, les gens se trompent. Ouais, Les deux Israël... C'est un peu ambigu, c'est difficile nous, on doit avoir du respect. C'est sûr qu'on arrive à avoir du respect. Mais des fois, ils aiment être des gens normaux. Pour eux, ils prennent sur eux la responsabilité. Mais eux, ils vont être tout à fait normal. C'est très important à dire ça parce qu'on a l'impression qu'il y a quelque chose qui se passe autour et qu'ils en profitent, pas qu'ils en profitent, mais que ça crée un effet. Non, attendez. C'est pas des politiciens. Évidemment. Vous voulez que je vous dise quelque chose? Si j'en ai là. Rav Nissim Karelitz, qui était le grand Dayan à Bnei Brak. Un jour, je lui ai demandé une petite question sur une mezouza à la maison quand je venais d'habiter. Donc j'étais un jeune français habitant en Israël. À ce moment-là, mon hébreu, il était hébreu-français comme nous tous quand on arrive en Israël. Comme ça, en train de me...
Ben, un jour, quelqu'un qui frappe à la porte chez moi. Le lendemain, moi, je sais pas, j'étais au collège. Oui. Ma femme qui ouvre la porte, elle voit une vieille personne avec une barre comme ça. Oui, je suis Nissim Karelis. Et ton mari, il est venu me dire, je ne vais pas le déranger, parce qu'il est au collège. Et il a un problème de mezouza, savoir où mettre la mezouza. Est-ce que tu sais de quoi il s'agit, sinon je reviendrai. Ma femme, elle a du mal à respirer. Non, mais c'est beau, c'est ça les Gdolim, la simplicité dans la Mais, Torah, mais, je veux dire encore une petite chose. Il faut Rav Steinman. Quand je vous dis, j'avais un enfant qui est handicapé, qui est handicapé encore, quand je brûle envoie la refouche les mains, il était. Donc, on a fait le Brit Mila à l'hôpital. On devait. Donc, il n'avait pas ce mode de chauffeur. Moi, au collège, j'avais pas de voiture, mais on avait un avraire qui avait une voiture. Rav Steinman, il me fait. Je suis avraire comme toi, hein. Tu me prends pas de taxi. On va ensemble en bus. Je lui dis, Rochiv, est-ce que vous pensez que je vais vous laisser en bus? Fait pourquoi t'as l'argent en plus? Voilà. C'est les gens qui sont. Les gens, ils se rendent compte que les Gdolé Israël. Vous voulez que je raconte une anecdote qui était pas avec moi, qui était avec ma sœur. Des années auparavant. Ma sœur, elle avait 15 ans, française. Elle est partie en Israël. Elle voulait voir les Gdolé Israël. Elle rentre chez Rav Shach. Elle comprend pas un mot d'hébreu. Elle rentre chez Rav Shach. Et Rav Shach comprend pas. Comprend pas. Qu'est-ce qu'elle veut? Une jeune française. Elle a fait, attends une minute. Écoutez bien. Rav Shach, il est sorti. Il est parti chez un voisin qui savait qu'il connaissait une Française. Tu écoutes, est-ce que tu peux lui dire si elle peut venir ou bien si demain elle peut venir et comme ça, la jeune, elle pourrait écouter ce que la jeune fille elle veut. On parle d'une gosse de 15 ans. extraordinaire. Il n'y avait pas de différence chez l'Egdol Israël. Je vous dis une chose. J'ai marché le mérite d'être proche d'Egdolim. On pouvait y parler d'une façon. Naturellement, on faisait attention de ne pas les déranger pour rien. Parce que chaque seconde. Mais, une fois, j'ai posé une question. Une petite question à Raphaël Kanevski. Parce que j'ai eu le mérite de prier avec Raphaël Kanevski. J'étais à côté de lui pendant 15 ans. Dans la synagogue? À la synagogue le matin. Le matin, tous les jours? Tous les jours. Ça, je vous raconte après bientôt le Sefer Torah de la Yeshiva. Et on n'est pas encore arrivé là, on a encore beaucoup à parler. Et je devais faire, il y a un ami à moi qui était en Israël, qui venait de se marier. Donc, on l'a dit, ils ont décidé qu'on va faire, il n'avait pas où faire Shabrachot, on fait Shabrachot à la maison. Seulement, hein, j'étais un frère. J'avais, bon, Hachem, Adoshim Kitov, j'avais de quoi manger pour aujourd'hui, mais faire Shabrachot, c'était autre chose. Donc, j'avais un safek, est-ce qu'on peut prendre du maaser ou pas du maaser? Je demande à Rav Kanevski. Qu'est-ce que Rav Kanevski? Sans problème. Il prend son portefeuille. Tiens, prends ça. Je lui dis, mais non. Fais quoi? Il n'y a que toi qui as le droit de faire la mitzvah, moi j'ai pas le droit de faire la mitzvah. Génial. Ça, c'est des. Ça veut tout dire. Voilà. D'accord, alors justement, maintenant on a fait la yeshiva, Voilà. vous avez été avraire, vous avez fait le kollel. Comment on en est pour ouvrir cette yeshiva? Ah, attends, alors on va passer. Alors, d'accord. Quoi, c'est chose sérieuse? On va passer au chéri. Ça, c'est des belles histoires. Il y en a encore des histoires. On peut sortir comme ça pendant les jours. Alors, à ce moment-là, quand je te connais, un jour, il y a mon beau-père, Zichron Livracha, Rav Kohn, de ceux qui connaissent M. Rav Philippe Kohn de Marseille. Il avait naturellement des mosdot en France. Et il a eu la maladie et il nous a quittés. On ne savait pas qui c'est qui devait partir là-bas pour donner un petit peu de renfort, un petit peu. Donc Rav Steinman, il m'a dit, tu dois partir. Tu dois partir en France. Non, je pars en France. Donc je suis parti pendant 2 ans. À ce moment-là, je suis parti pendant 2 ans au collège de Marseille. Avec toute votre famille, etc. Avec toute ma famille. Je suis parti. Non, parce que le collège de Marseille, il y a tout sur place. Il y avait l'école. Donc tout était dans. Qui était déjà. Voilà, donc j'ai pas de problème à ce niveau-là. Et je suis arrivé là-bas. D'abord, je suis obligé de raconter la première histoire. Je suis arrivé là-bas, donc ils m'ont demandé, bon, la qui arrive. Donc vendredi soir, ils m'ont demandé de parler. Je vais dire, Botaï, je suis arrivé il y a 2 jours, j'ai eu un choc. Moi, je suis un bon Bnébraki. Ça fait 20 ans que je suis à Bnébrak. Et je suis arrivé le soir, 19h, le collège est éteint, on ferme la lumière, et puis ça y est, on rentre à la maison. Je suis à Botaï, je comprends pas quelque chose. Je sais pas, moi, après, qu'est-ce qui se passe? Je vois ici, maintenant, ce soir, quelque chose comme plus de 100 bâtiments qui sont là. Où est-ce que vous êtes le soir? Alors, je leur ai dit, venez, on fait un calcul ensemble.
Un balbaït, combien de temps il travaille par jour? 8 heures? D'accord, 8 heures. Est-ce que par rapport à un avraire, est-ce qu'il a plus d'argent? Il a plus d'argent. Est-ce que par rapport à un avraire, est-ce qu'il a plus d'enfants? Je pense pas. Pourquoi l'avrim, il peut faire 3 zdarim? Matin, après-midi et soir. Alors, vous, matin, après-midi, vous êtes occupé. Et le soir? Si vous êtes le soir, vous êtes quand même, comme on dit, un ben baït. C'est quoi un ben baït? C'est quelqu'un, dès qu'il a du temps au cours, il rentre comme ça. Soyez bien Torah. Ok, vous êtes occupé, dès que vous êtes... Comme ça que je leur ai dit. J'ai dit, je m'excuse, mais j'arrive pas à comprendre comment c'est possible qu'un bâtiment midrash se ferme les lumières à 7 heures du soir. Le lendemain, ils étaient 70 en train d'étudier au collège les bâtiments le soir. Ouais, bon, Hachem. Donc ça, c'est là, ça a commencé, comme on dit, un petit peu ma askanout, ma batsat Torah. J'ai compris. Voilà. Ça, c'est pour commencer un petit peu. Ensuite, parce que c'est ça que j'ai l'impression que c'est ça que vous recherchez. Ensuite, je me suis rendu compte que les parents et les enfants, ils étaient un petit peu... Ils n'avaient pas tellement de kécher. À ce moment-là, donc, on a mis en place, puisque mon voisin de palier venait de commencer en Israël l'organisme de Avot Uvanim, donc à ce moment-là, j'ai commencé le Avot Uvanim en France. Et Baruch Hashem, ça fait une boule de neige, et que maintenant, pour les gens en France, Avot Uvanim, tout le monde connaît, alors que quand j'étais là-bas, il y en a qui m'ont dit, mais ça suffit d'amener ton Bnei-Brak en France, ça ne réussira pas, c'est impossible. Je suis d'accord, c'est impossible. Moi, j'ai fait ce que je devais faire. Et bon, Hachem, je pense dans tous les kilotes, donc à ce moment-là, chaque fin d'année, on faisait des grands rassemblements de tout la votomanie de toute la France qu'on avait ouvert, et petit à petit, ça a grandi. Par vous à Marseille. Oui, par 10 à Marseille, avec des gens qui m'ont crié dessus. Et ces gens-là qui m'ont crié dessus, c'est eux que ça a commencé, c'est eux qui ont commencé à étudier, et le jour où j'ai voulu un petit peu les mettre en épreuve, j'ai pensé à ce soir, il n'y aura pas d'avotomanie parce qu'on ne peut pas, on est trop occupés et tout ça. La personne m'a dit, c'est impossible. Ça m'a fait plaisir. Il s'est pas rendu compte de ce qu'il avait fait. Lui qui m'avait dit avant, c'est le contraire. Et là, je peux vous dire une chose. Je vais dire 2 petites anecdotes parce que je pense que c'est important. Je ne sais pas où les gens qui écoutent, mais je pense que c'est tellement important. Un jour, une femme arrive chez moi. Elle me dit, Rav, s'il vous plaît, voilà, mon fils, il n'a pas vu son père depuis 8 ans. On est divorcés, on est séparés. Il n'a pas vu son père depuis 8 ans. Et la personne avec qui il étudie. Est-ce qu'on peut trouver quelqu'un qui peut étudier avec lui pendant la Avot-Uvanim? Tous les enfants de l'école, ils vont avec lui, avec leurs parents, et lui, il n'a pas de père. Je lui ai demandé où est-ce qu'il habite son père. En fait, moi, ils avaient une demi-heure de marche de la choule où il y avait Avot-Uvanim. Là, j'ai pris, comme on dit, j'ai tenté, faire l'Ashkenaz. Je suis madame, il n'a pas de père, c'est pas grave, il ne viendra pas. Comment? Rav Dormachine, comment putain, je parle de ça? J'ai écouté, madame, je peux rien faire. C'est Avot-Uvanim. Avot-Uvanim, c'est pas moré. C'est pas des cours. Vous pouvez prendre des cours le soir. Si, c'est pas Avot-Uvanim, il n'a pas de père, il n'a pas de père. Oui, mais écoutez, c'est pas de sa faute, misken, etc. Elle a commencé à pleurer. Elle est partie parler avec ma femme. Ma femme, comment tu peux faire juste pareil? Je fais, attends un petit peu. 2 semaines après, je vois le gosse revenir avec quelqu'un en train d'étudier. Alors, je m'approche d'eux. Je suis charmé, bonjour, etc. Je fais, qui vous êtes? Elle fait, je suis son père. J'ai fait, ah bon? Et c'est vrai que tu n'avais pas vu? Oui, mais je ne pouvais pas. Il a tellement insisté. J'ai comment ça? Le soir, il est venu, il paraît qu'il vous a parlé. Je me demande qu'il était trop un professeur. Il n'a pas voulu. Et il a pleuré. Je n'ai pas le choix. Et je suis venu. Une fois par semaine, il rencontre son père. Devant la gloire. Depuis 8 ans. Depuis. 8 ans d'interruption, avant Voilà. ça arrive ici. Voilà. Ça, voilà. On s'arrête là, on continue. Bon, dans la yeshiva. Attendez, doucement, on n'est pas encore là. Voilà. Ensuite, après, au bout de 2 ans, je suis revenu en Israël. Pour recommencer à ça, et j'ai remis en place ce qu'il fallait mettre en place, et maintenant je suis reparti en Israël. Mais le fait que, donc en Israël, j'étais à Yeshiva, mais le fait que on avait commencé à me connaître en France grâce au Avot-Uvanim, grâce un petit peu partout, les shiurim, etc. en France. Donc plusieurs fois, j'ai eu des téléphones de parents qui me disent, voilà, mon fils à Yeshiva, il a du mal à s'intégrer, etc., etc. Et il n'est pas bien, etc. Donc en fait, j'étais le mur de lamentation de beaucoup de parents de France. Et comme on avait un petit peu, si on veut dire,
des sniffim, un petit peu des succursales de Avotovanim, un petit peu dans toute la France. C'est même jusqu'en Guadeloupe, on en avait. Donc, les gens me connaissaient un petit peu, donc ils parlaient avec moi. Et très souvent, et petit à petit, je me suis rendu compte que très souvent, on envoyait les jeunes à la yeshiva, et les parents se rendent compte que les jeunes n'arrivent pas à s'intégrer comme ils auraient voulu, et au bout de quelques mois, déjà, c'est pas exactement ce qu'on aurait voulu de son fils. On parlait d'une yeshiva israélienne ou française en Israël? Les yeshivot en Israël. On va y arriver. Donc, au fur et à mesure, chaque fois quand j'avais un petit problème, j'allais chez Mori Rabbi, et je demandais à Rav Steinman pour lui demander, qu'est-ce qu'on fait, voilà, il y a ça, tel problème, tel bachor il est comme ça, lui il n'a pas dit Shiva, etc. Donc, Rav Steinman un jour il me regarde, il me fait, ça y est, ça suffit, ouvre pour toi la yeshiva. Je dis, moi, pour moi la yeshiva, je suis tellement bien dans mon Gan Eden, en train d'étudier Magmara, qu'est-ce que vous... Il fait, ça y est, chacun son tarif dans son monde, il faut que tu ouvres la yeshiva. Ça veut dire que votre yeshiva aujourd'hui est directement le projet est sorti de la bouche du Rav Steinman directement. C'est lui qui est venu, et en plus, alors moi, je vais raconter un petit secret. Attention, c'est plus un secret maintenant. Ouais, c'est plus secret, il n'y a pas de problème. Là, on transite. Il n'y a pas de problème. Quand il m'a dit ça, j'ai pleuré. On sort du Gan Eden. J'étais en train d'étudier tranquillement. J'ai ma famille, Baruch Hashem. Toute la journée, j'ai étudié. Mais à Nola Maba, qu'est-ce qu'on veut plus que ça? Pendant combien de temps d'Avrer vous avez... Écoutez, j'étais 18 ans. J'ai commencé à pleurer. Ah, je t'amène dit comme ça. Sache une chose. Chaque bachor qui veut passer par ta yeshiva, ça vaut 100 bachor des autres yeshivot. Lama? Pourquoi? Pourquoi? Maintenant, je comprends. Mais on en parlera après. D'accord. Entre guillemets, un jour, je suis chez Rabbi David après ça, à Naria. Je lui parle à la yeshiva, etc. Et je devais partir en France pour ramasser un petit peu d'argent pour la yeshiva. Je me demande bracha. Il fait, sache une chose, que ta yeshiva, c'est une yeshiva des plus importantes du monde. Bon, comme on dit, il faut avoir la tête sur les épaules. Je lui ai répondu, Toda Rabba, merci beaucoup. Il fait, est-ce que tu crois que je sors des mots comme ça? Alors du coup, là, je suis un petit peu repris. Je me suis j'ai négligé ce qu'il me disait, quoi. Il fait, toi, tu sais pas les problèmes qu'il y a. Moi, je sais les problèmes qu'il y a chez tous les Bachoïm, surtout les Français qui vivent en Israël. Toi, tu les évites, les problèmes. Et pour ça que tu te rends pas compte que ta yeshiva est importante. Mais moi, je peux te dire une chose, que ta yeshiva, Klapa Kadosh Baruch Hu, c'est une des yeshivas les plus importantes du monde. Comment il connaissait votre yeshiva, le Rabbi David? Bon, Hachem, j'allais souvent chez lui, quoi. D'accord. Et était très proche de Rav Steinman. D'ailleurs, c'est Rav Steinman qui m'avait envoyé chez lui. Rabbi David, c'était proche de Rav Steinman? Oui. Et plusieurs fois. Et Rav Steinman lui-même m'avait envoyé chez Rabbi David. Et pour plusieurs petites histoires, il m'avait envoyé chez Rabbi David. Donc voilà. Donc, il vivait avec nous. Incroyable. Ok. Voilà. Donc, on ouvre la yeshiva en quelle année? Attendez, on n'ouvre pas encore la yeshiva. Pour livrer Chizouk. À ce moment-là, Rav Steinman, il fait, je suis pas d'accord. Rav Steinman, il fait, regarde, il fait. Et l'argent? Je fais, quel problème? Il fait quoi? J'ai des amis qui sont en France, que j'ai connus avec le temps, qui pourront m'aider sans problème. Ah, très bien. Alors vas-y. Alors je vais, quand je suis allé m'écrire une lettre, je ne sais pas quand il m'écrit une lettre. Je vais en France. Avant, je lui demande combien de temps d'Ishtadlout, combien de jours d'Ishtadlout. Il fait 8 jours, une semaine. Je prends une semaine. Je suis revenu. Et il me fait, nous, comment ça se passe? Je fais, j'ai eu des très belles promesses. Et puis, on s'arrête aux promesses. Donc zéro. Donc zéro. Et voilà, on n'en a plus parlé. On n'a plus parlé d'Yeshiva, ni rien du tout. Un an passe. Au bout d'un an, Rav Steinman fait, il faudrait que tu commences à ouvrir la Yeshiva. Je fais, bon, c'est Rosh Yeshiva, il me dit. Il me fait, et là par là ça, comment tu vas faire? Je suis Rosh Yeshiva. Celui qui m'envoie à manger jusqu'à maintenant, il peut continuer à m'envoyer. Puis comme ça, je suis, oui. C'est comme ça, ouvrir la Yeshiva. Avant, quand je pensais je pensais sur les gens, Altif Terbin Divim. Quand si tu penses à Hashem, très bien. Bon, on va ouvrir la yeshiva.
J'ai un problème. Comment on commence? Les Bachourim, j'ai pas de problème. Mais comment on commence? Mais je suis en train de me casser la tête. Allez, bon, peut-être qu'il y a un Beth Knesset qui va. Mais il faut ça local. Mais tout ce que j'ai rien. Faut comprendre que j'ai de quoi vivre, mais pas plus. Je rentre au Beth Midrash, 2 semaines plus tard. Il me fait, il me fait, et quelqu'un qui vient me voir, un Français qui vient me voir, il me fait, ça va? Je dis, oui. Comment ça se passe? Je fais, tu me laisses étudier un petit peu? Je fais, non, mais dis-moi, raconte-moi un petit peu ta vie. Je fais, oui, je le dis au fois, je l'aime. Hein. Il fait, dis-moi, t'as pas reçu un téléphone d'agrément de la banque? Je fais, oui. Et quoi? Je sais pas, ils m'ont dit bizarre, ils m'ont dit qu'il y a 50 000 euros qui sont dans ton compte, je sais même pas de quoi c'est. Mais c'est une chose, c'est juste que moi, quand le franc est après l'euro, mais vous me parlez de 50 000 euros, moi je vous parle de 5 shekels. Je fais non, c'est une erreur. Je fais mais t'es fou, c'est pas une erreur, je t'ai organisé ça. Et c'est comme ça qu'on sait. Je la connaissais pas. Non, la personne qui est venue me voir, je le connaissais. Mais il m'a fait organiser par quelqu'un d'autre, qui a une chose qui s'ouvre, prends sur toi l'initiative. Il y a 50 000 euros dans le compte, ça il faut y aller. Voilà. Il faut se mettre en place, ça rigole. Non, mais de toute façon, sans ça, j'avais décidé. Ouais. Très bien. On commence. Je peux faire une petite anecdote au milieu. Au moment où Sarkozy, il est monté au pouvoir. Je parle de 2006, non 2005. quelque chose comme ça. Ouais. Il a décidé qu'il va indemniser tous les enfants que leurs parents ont été déportés pendant la guerre en France. Mon père et ma mère, que leurs parents ont été déportés en France. Ils ont reçu l'argent. Mon père dit à ma mère, c'est pas de l'argent qui nous appartient, c'est l'argent qui appartient à nos parents. Donc, on écrit un Sefer Torah le lundi matin. Ah, c'est bon. Très bien. Donc, pas de problème. J'ai entendu ça. J'avais pas encore une avamina bichlal que je vais ouvrir une yeshiva. Je sais papa, pour l'instant, ne l'offre à personne. Peut-être qu'un jour, je vais avoir un Mossad, comme ça, peut-être que tu vas le déposer. Je suis d'accord. Bon. On va qu'à Sofer, etc. Écoutez bien, c'est quoi l'église de l'Israël? On va à Sofer, et je demande à mon père, parce que mon père, il venait d'arriver en Israël. Moi, je connais un peu plus des Israéliens que de ce qui se passe. Je fais, ouais, ça, il m'a dit pour 2 ans. Que dans 2 ans, c'est terminé. Je dis, papa, c'est quoi 2 ans? 2 ans? Je dis, non. 2 ans, ça peut être 5 ans. Tu es en Israël. À faire quoi? Demande-lui quand exactement. Bon, d'accord, il a appelé le concert. Il a réfléchi. Il ne s'attendait pas à une question pareille. Il a réfléchi. Il lui a dit Hanouka. Très bien. Je fais papa. Hanouka, ça veut dire c'est Purim. Demande-lui, dis-lui comme ça. Je voudrais réserver la salle pour l'Arsenal Sefer Torah. Quel jour je la réserve? Comme ça va le bloquer. Il a reçu, il fait laisse-moi réfléchir. Bon, il a jeté le 5e jour de Hanouka. L'histoire est terminée. Très bien. Rav me dit d'ouvrir la yeshiva. J'ai un problème, j'ai pas de Sefer Torah. 2 jours avant l'ouverture de la yeshiva, non, 1 semaine avant, le cher Abraham Kanevski, je lui ai fait. Rav Steinman, il m'a demandé d'ouvrir une yeshiva pour les Français. Je fais oui, je sais. Je fais Rabat Slacha. Je fais non. Je fais quoi? Je regarde ça. Non, j'ai pas de Sefer Torah. Allez, me regarde. En 2000 ans. Comme ça, moitié rigolé, moitié. Faut comprendre une chose, qu'Abraham Kanevski était très blagueur. Ah ouais? Très blagueur. En souriant comme ça, il me fait qu'est-ce qu'il veut encore ce don machine? Qu'est-ce qu'il veut encore? Je fais non, je sais que le Rav il a un Sefer Torah en haut à la maison. Et le Rav il prie en bas, à la choule. Donc, il me regarde, il me fait pour combien de temps? Alors je lui dis, c'est au Rav de me dire. Bon, tu le prends. Allez, tu peux le prendre pour jusqu'à Hanouka. Je fais Rav, quel jour de Hanouka? 5e jour de Hanouka. C'est le 5e jour de Hanouka qu'on a fait Arsenal Sefer Torah de nouveau. Il était pas au courant de du tout. Je vais raconter une petite anecdote quand même pour vous montrer comment les rabbinim, les Gdolei Israël, ils prenaient à cœur cette yeshiva. Arrivé, donc le jour où la yeshiva ouvre,
Je suis parti, la yeshiva ouvrait le dimanche, et vendredi, je suis parti chercher le Sefer Torah. Je monte chez Rav Kanievski, je frappe à la porte, c'est une fille comme ça qui m'ouvre, je me demande où est-ce qu'il est le Rav. Le Rav il n'est pas là, où est-ce qu'il est parti au mikvé? Très bien. Je sais où est-ce qu'il est le mikvé du Rav, c'est à Chovraj, Bam numéro 10, là où le sniper il habitait, je pars là-bas. Il y a le fils du Rav, donc Rabbi Yitzhak Sholkonevski, qui est maintenant déjà un gars de la Dor. Il est là-bas. Il fait, oui, qu'est-ce que tu veux? Je dis, ben, j'ai besoin d'avoir des clés. Quoi les clés? Dans la Kodesh de ton père. Dans Mashkin. Ça va? Mais ton père m'a dit qu'il allait me prendre le Sefer Torah, qu'il allait me prêter le Sefer Torah. Tu divagues. Mon père n'a jamais pu dire des choses pareilles. Je fais, écoute, tu vas pas faire ce coup-là. Je vous comprends une chose, que j'ai eu le sroud d'être à côté de lui à Ponovitch quand on était Bachour. Donc je le connaissais quand même, malgré que c'est un géant et j'arrive pas à son talon de la Torah qu'il a. Mais je me fais mettre chose pareille. Je commence dimanche, j'ai besoin. C'est en Chodesh. Bon, je vais voir. Il arrivait, il était blême avec le trousseau des clés de son père. Son père est au mikvé, donc maintenant il m'a pris les trousseaux. Il a demandé que quand tu prends le Sefer Torah, tu ramènes, tu déposes les clés au mikvé, comme ça, il revient avec les clés. Très bien. Je prends les clés et je reviens chez Raphaïm à la maison et je monte dans sa chambre, donc je frappe à la porte et c'est encore une petite fille qui m'ouvre et je monte à l'étage, pour ceux qui connaissent, là où il étudiait. Et là-bas, il y a un collège. J'ouvre la ronde en collège, je prends le Sefer Torah. J'entends derrière crier à la rabbinite Kanievski. Ganav! Voleur! Je suis dans Mashkin. Et alors? Qu'est-ce que tu prends le Sefer Torah de mon mari? Je vais me la prêter. C'est impossible! Je dis, rabbinite, voilà les clés. Et comme ça. Comme ça. D'où tu as les clés? Je dis, ben, le Rav, il me les a prêtées maintenant. Quoi, le Rav, il les a prêtées? Moi, je n'ai jamais eu son trousseau de clés. Qu'est-ce que tu as été sorti? Je ne sais pas. Voilà. Donc ça a commencé déjà pour... Voilà. Et en effet, que le jour... Ça démarre bien et ça montre déjà directement l'importance et le rôle qu'on est en train de... Voilà. Et naturellement, que quand le Rav est parti, on a écrit un Sefer Torah chez lui à la maison, le Lunishmato, pour la Yeshiva. C'était le minimum que vous pouvez faire en tant qu'Akaratatov que vous pouvez faire pour le Rav. Voilà, ça c'est une petite anecdote parmi... L'introduction pour comprendre jusqu'à aujourd'hui l'ouverture de la Yeshiva. Voilà. Donc maintenant concrètement, la Yeshiva, il y a combien de Bachorim aujourd'hui? Voilà, alors voilà. Comme ça, la Yeshiva, nous on a ouvert, notre Yeshiva elle est faite pour 30 Bachorim. On ne veut pas plus que ça. Pourquoi? Ah voilà. Parce qu'on s'est rendu compte que si on est trop grand, les jeunes, comme on dit, il y a des petits ratés. On met le focus sur Dafka, ceux qui réussissent très bien dans les shiurim. Même moi, quand je donne un shiur, quand quelqu'un est en train de mettre palpel avec vous, sur le Gemara, etc., on parle, et puis, on oublie ceux qui ne comprennent pas. Ils sont un petit peu de côté. Moins la possibilité de s'occuper. Je vous donne un petit exemple qui m'est arrivé il y a quelques années. Je suis sorti de la yeshiva, je vois un jeune, la yeshiva, assis dehors sur une marche des escaliers de la yeshiva, en train d'écouter la musique. C'était pendant le Seder du Limoud. J'arrive chez lui, je lui mets la main sur les épaules. Je fais, qu'est-ce qui t'arrive? Il fait, non, Rav. Je dis, dis-moi, qu'est-ce qui se passe? Viens dans le bureau. On rentre ensemble et on discute. Et en effet, il avait, comme on dit, il manquait le réchec, il avait quelques petits problèmes. Il n'osait parler avec personne. Et on a commencé à parler, il a commencé à ouvrir le cœur, et bon, Hachem, il s'est remis sur le chemin. Si j'aurais eu 100 jeunes, 200 jeunes, c'est impossible. Je vais dire quelque chose. Il y a un jour par semaine où je m'assois à la yeshiva avec tous les jeunes, ouvert, on parle de discussion, ouvert de tout ce que vous voulez. Tout est ouvert. Je fais exprès, on prend un café, des gâteaux, cool. Et on discute de tout ce qui peut se passer. Je veux dire quelque chose. À la yeshiva, très souvent, on a un mixage de Bachorim aussi israéliens et Bachorim français. D'autre part qui viennent, des fois qu'il y en a qui vont être Rizouk, des fois c'est... Chaque fois une autre raison. Moi, mon but, il est d'intégrer les jeunes dans le système israélien. On va parler dans quelques minutes comment la yeshiva est construite. Et à ce moment-là, on a les jeunes israéliens, il y en a qui connaissaient un petit peu le français,
ils étaient pas derrière, ils ont écouté comment je parle, moi, avec tous les jeunes. Ils ont dit une chose. Rav, vous savez pas combien ça nous manque. Non. Vous savez combien de jeunes copains de mon fils, ils viennent chez nous demander des conseils. Israéliens. Je dis, pourquoi tu viens chez moi? Tu as des mashgiars? Vous savez qu'ils me répondent? Ils n'ont pas le temps pour nous. Alors, donc c'est pas une yeshiva, on va dire classique, vous avez répondu à un besoin. Voilà. C'est pas une yeshiva comme on peut ouvrir une yeshiva parce qu'on a envie de donner des cours ou gérer une yeshiva. Ah non, non, non. On a un besoin concret et réel dans le Tzibour et vous êtes là pour y répondre. Et les jeunes qui savent, une chose que les jeunes ils savent, et les parents aussi, et mes enfants et ma famille aussi, chaque jeune qui met le premier pas dans la yeshiva, c'est terminé, c'est mon fils. C'est comme mon fils. Tout est là. Vous savez des histoires intéressantes d'un Bachour qui est venu, son évolution, qu'est-ce qu'il est devenu, comment il est aujourd'hui? Ah, oui, je peux le dire, je ne sais pas s'il est d'accord tellement que je raconte 100% sans nom de personne, mais je peux en raconter plusieurs. Un jour, il y en a qui est arrivé à la yeshiva, bon, pas trop intelligent, pas grave, et il commence et étudie. Au bout de 3 mois, il rentre dans le bureau. Je le regarde. Il fait Rav. Je dis, c'est bon, j'ai compris. Pardon? Qu'est-ce que t'as compris? Qu'est-ce que vous avez compris, Rav? C'est toi. Tu es venu pour un an à la yeshiva, tu as goûté le goût de la yeshiva, tu veux rester à la yeshiva et tes parents ne veulent pas que tu restes à la yeshiva. C'est ça? Tout ce que vous savez, Rav. On est fait pour ça. T'inquiète pas, tout va s'arranger. Pardon? T'inquiète pas, tout va s'arranger. Très bien. Je me suis renseigné naturellement, j'ai fait mon petit travail par derrière. Cet enfant-là, il est orphelin de père. Et je sais que le soir, Rosh Chodesh Nissan, tous les frères, il a 12 frères qui sont tous bien installés à Paris. Et ils font Souda, tout le monde avec la mère, une fois par an, Souda Rosh Chodesh Nissan. Le soir. J'ai fait ni un ni deux, je prends un billet. Pour cette heure-là, je sais qu'ils avaient à 20h. J'arrive à 20h30, je prends pas la porte. Vous allez chez eux à la réunion là-bas Ouais, la famille. Je prends la porte. Surprise. Sans rien, mais mon talmud non plus, il savait pas. Ils ouvrent la porte. Alors, non, le balabait n'est pas là. Le propriétaire n'est pas là. On connaît ça par cœur. Vous pensez que c'était pour la Voilà, d'accord. Et je me suis renseigné, c'était un code, c'était dans une avenue, je me sentais les codes, quoi. Sans le vouloir, je lui ai fait parler des codes là où ça se passait. Et donc je connaissais les codes pour rentrer parce que il fallait. Et puis d'un coup, j'entends le jeune. Mais tu es fou, c'est mon Rosh Yeshiva. Ah, vous êtes là dans Mashkin? Oui. On discute ensemble. Et je rentre là-bas. Bon, on discute, etc. Une demi-heure. C'est bon, ils étaient tous d'accord qu'il y a à l'Yeshiva. Juste pour vous dire que le soir, l'hôtesse de l'air de Elal, j'ai pris l'avion tout de suite. C'était la même. Elle m'a dit, excusez-moi, j'ai une question. C'est possible que c'est votre frère qui était là aujourd'hui? Je fais non, c'était moi. Non, c'était moi. Ce jeune-là, je ne vais pas dire où est-ce qu'il est maintenant. Je n'ai pas le droit de dire parce que je vais pas. C'est un Dayan connu. Non. Connu dans un certain pays francophone. Je ne peux pas trop parler. Et ça date de combien de temps cette histoire? Écoutez, on parle c'était la deuxième année de la yeshiva. Donc il y a 17 ans, et puis voilà, maintenant il est Dayan. Aujourd'hui, il est Dayan. Il est Dayan, et voilà, et sa femme, elle donne des shiurim à tous les jeunes, et lui donne des shiurim et il est Dayan. On se rend pas compte des fois des petits gestes qu'on fait, les conséquences que ça peut avoir. Ah, moi je m'en rends compte. Je sais très bien. Je peux vous raconter comme ça la yeshiva, du non-stop. Une petite question, pourquoi vous faites ça? Ça veut dire, qu'est-ce qui vous motive derrière? On a tous un moteur, quelque chose qui nous donne envie de faire les choses, parce que même si moi je me dis maintenant on est à Jérusalem, je vais prendre ma voiture 2 heures pour aller à Natania pour faire un rizouk, c'est une organisation, c'est quelque chose, c'est un effort. Prendre un billet d'avion pour aller à Paris pour l'espace d'une demi-heure et revenir, il faut quelque chose de puissant qui nous anime derrière. Pardon, pour l'espace d'une demi-heure, pour une neshama. Quand je vous dis que c'est mes enfants, pour votre fils, vous ne ferez pas ça? Si vous pensez que c'est le chemin? Oui, clairement. Voilà, tout dépend. Si vous pensez que c'est votre fils, c'est vos enfants.
Et c'est ça ce qu'il y a spécialement chez nous à la yeshiva, par rapport aux autres parents. Chaque jeune qui sont à la yeshiva, c'est mes enfants. Vous savez quoi? Une fois, on a pris un bacho, il fait, au bout d'une semaine à la yeshiva, donc j'étais proche avec lui, au bout d'une semaine, on a commencé à... Il fait, Rav, est-ce que chemise blanche avec un pyjama bleu, ça irait? Ça irait. Attends, j'ai pas pris un hospice. De quoi il s'agit ici? Pardon? Je fais, oui. Comment ça, mais alors, j'ai pas osé trop parler. Je m'étais bien habillé là. Il était comme un barouchoua, chemise blanche, pantalon noir, etc. Mais non, Rav! J'ai jamais fait de machine à laver de ma vie. Est-ce qu'on peut le mettre dans ma femme? Je sais que chez moi à la maison, ma mère, elle me dit toujours attention, le blanc d'un côté et le foncé de l'autre côté. Et je sais pas. Bon, tu sais quoi, je sais pas, 2 secondes, je peux j'ai appelé ma femme. Voilà. L'approche qu'on a avec les jeunes. Est-ce qu'il y a une sélection où tout le monde est accepté? Non. Premièrement. Faut un bagage de Torah ou vraiment quelqu'un qui démarre de zéro aussi il peut rentrer? Ah, vous m'allumez là. Un jour. Parce qu'il faut prendre une chose qu'à la yeshiva, on a des rabbinim français et israéliens. Pendant les 24 heures, toute la yeshiva, toute la journée, il y a des rabbinim français et israéliens pour une seule raison. Pour pouvoir essayer aux jeunes de s'intégrer. Et notre but, en fait, c'est un tremplin pour pouvoir rentrer après. Il y en a chacun avec la langue aussi. D'avoir la langue. Donc voilà, donc il y a français et hébreu. Donc il y a les rabbinim israéliens et les rabbinim français. Et les rabbinim israéliens, bon, ça, je ne vais pas commencer à raconter encore, mais parce que ça prend encore des heures, mais c'est des gens de très très haut niveau. Quand je dis très haut niveau, c'est qu'il y a plusieurs des grands yeshivot connus qui voulaient les prendre en tant que magidchio. Et un jour, il y a une personne, un jeune qui est arrivé, qui avait un cousin chez nous, donc il m'a demandé de venir. Je lui ai dit, je lui ai dit, viens. Je l'ai interrogé. Je suis allé à la yeshiva. Et les rabbins, ils m'ont dit, c'est rare, dans Mashkin. La yeshiva à un certain niveau. Comment tu... Je fais, pas de problème, c'est quoi, il n'est pas à la yeshiva. Il est chez moi. Je m'occupe de lui. Lui, c'est le mien. Pour ceux qui comprennent un petit peu, un minimum de Torah, quand on a fait commencer ensemble à Tosfot, il m'a dit, si Tosfot, il connaît la réponse, pourquoi il pose la question? Voilà, ça vous fait rire. C'est que, en d'autres mots, tellement qu'il était loin. 4 ans après, donc il a avancé. Et donc je lui ai dit, écoutez, ça, c'est mon fils. Vous y touchez pas. 4 ans après, le jour où il s'est marié, son beau-père, qui était un Talmid Chacham, il a commencé à parler de lui en limoud. L'autre, il a demandé sur quoi qu'il était en train d'étudier. Il a dit qu'il est en train d'étudier Kochim, donc Zvachim. C'est une macérette plus compliquée de chasse. Il a commencé à lui parler de tout ce qui se passe dans la Gemara. Le beau-père m'a appelé, il fait, dis-moi, j'ai honte de lui. D'où t'es sorti ça? Alors, pour répondre à votre question, normalement, il y a un bagage. Et des fois, il y a des cas spéciaux qu'on se rend compte que les gens, ils sont en train de... Ils prennent le chemin et ils vont très vite s'intégrer. D'accord. Voilà. D'accord. Maintenant, quels sont vos projets pour l'évolution de la yeshiva? Qu'est-ce que vous voulez mettre en place? Est-ce qu'il y a des choses, des projets, quelque chose où le but est de maintenir, construire, encadrer et continuer ce qu'on a déjà construit? J'ai un projet. Faire le Ratzon Aboré, la volonté d'Hachem. Chaque chose que je fais dans ma vie, qu'est-ce que Hachem me dit? Une fois, si j'ai besoin de fermer ma Gemara, je vais faire ma Gemara parce que je sais que c'est ça qu'Hachem veut. Si j'ai besoin d'aller m'occuper de quelqu'un qui est malade, je le fais. Si j'ai besoin de donner un chiot, alors je le fais. Chaque chose, c'est ce qu'Hachem a fait. Et plusieurs fois, chaque fois quand je quitte la yeshiva, ou même des fois ça m'arrive, pour une chose ou une autre, de quitter ou bien de ne pas donner chiot, je dis aux jeunes, vous savez quoi? Hachem m'a demandé de faire ça maintenant, donc maintenant, entre ça et ça, voilà, et j'explique. Et je me suis rendu compte d'une chose. Chaque fois quand j'ai une question de nos jours, dans la vie, comment réagir, ou quand les jeunes viennent me demander des conseils, je leur réponds. Et plusieurs fois, on m'a demandé, comment tu sais? Pourquoi tu réponds comme ça? Je fais, bon, Hachem, j'ai le mérite d'être proche de l'Israël, donc d'être proche de Rav Kanievski, de Rav Steinman, David Abursera, etc. Et chaque fois, je me rappelle que c'était une question comme ça, et comme ça, et comme ça qu'il avait répondu. Pratiquement tout ce qui se passe dans le monde, j'arrive à... On a eu une fois,
puisqu'on va parler un petit peu des Gdolim de maintenant, dernièrement, on a eu des problèmes financiers au niveau de la Yeshiva. Problèmes financiers, des gros problèmes. Justement, juste petite parenthèse. J'imagine qu'il y a 30 élèves. On a plus, parce qu'on a aussi le kollel. D'accord, donc 30 élèves, plus Avrechim, les rabbinim, les locaux. Comment vous faites comment la yeshiva elle tourne? Est-ce que vous avez un système mis en place? Comment ça fonctionne? J'ai un système mis en place. Écoutez bien. Dis Tehillim le matin. Chovat alvaot shar bitachon. Et ça marche. D'accord, ça c'est au niveau de on va dire du spirituel, mais dans le gashmi, dans le matériel. Est-ce qu'il y a comment ça marche? Eh ben, comme toutes les yeshivot, eh ben, on est obligé d'avoir. Hachem nous force. Une fois, je demandais la question à Rav Kanevski. Pourquoi dans les yeshivot on sue tellement? Pourquoi on sue tellement? Pour la faire tourner? Pour la faire tourner. Alors, je me rends compte qu'il y a des fois l'université, des trucs ça marche. Voilà. Hachem, il n'y a pas de problème. Il nous aime. Je fais le reste élaboré. Donc, au moins qu'il m'enlève ce problème. Il m'a répondu, monsieur, tu es égoïste. Il y a seulement toi qui vas avoir le srout. Il y en a d'autres qui veulent avoir le srout. Il y en a beaucoup qui veulent ce srout-là de Mikim la Torah. Pas tout le monde a le srout d'étudier la Torah. Au moins, il y en a plein en France, dans le monde entier, qui n'ont pas le srout d'étudier, d'avoir un Bachou Yeshiva. Au moins, ils sont marqués un Bachou Yeshiva. Ils arrivent dans le Olam Haba, au moins ils se rapprochent de la Torah. Pourquoi tu veux tout garder pour toi? Donc la réponse du Rav Steinman. Du Rav Kanevski. Du Rav Kanevski, donc. Avoir des difficultés pour faire gérer la Shiva au niveau financier, c'est pour permettre et donner du mérite aux autres qui n'ont pas la chance d'étudier la Torah, pour avoir cette part-là aussi de participer à ce projet. C'est ça, exactement. Et donc c'est pour cela qu'en effet que nous à la Shiva, on a un système qui est intéressant. Bon, je sais pas, je pense pas qu'il faut parler de ça maintenant ou pas, mais il y a un jeune, chaque personne qui sont pris en charge, pas une personne. En d'autres mots, comme Issachar et Zvulun. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est-à-dire. Oui. De la même façon qu'au moment, parmi les 12 tribus d'Israël, il y avait 2 tribus qui étaient spéciales, les enfants de Yaakov Avinu. Il y avait Issachar et Zvulun. Issachar, lui, il étudiait la Torah. Et comme vous verrez bien, on voit très souvent ça dans les photos qui se trouvent, qui remontent les 12 tribus, on voit un bateau. Bateau, c'est Zvulun. Pourquoi c'est Zvulun? C'est à ce moment-là, c'est lui qui est parti faire le business. Il ramenait la marchandise, et après, il se partageait avec son frère. Son frère était au Beth Midrash en train d'être l'Omed, étudié, et son frère Zvulun. Et de là, on a pris, les Chazal, ils nous ont dit, notre sage nous en a parlé, qu'il y a Issachar et Zvulun. Ça veut dire qu'il y a un moment que quand tu viens et tu marzik quelqu'un, tu soutiens quelqu'un qui dit la Torah, tu as le srout avec lui, il la met moitié-moitié. Mais là, c'est pas moitié-moitié. Là, dans le cas, nous, c'est pas moitié-moitié, c'est autrement. C'est que chaque mot de Torah, ils sont soutenus grâce à toi. Et donc, tu as le srout de la Torah avec toi. Encore plus, ces jeunes-là, ils envoient de temps en temps des lettres à leur, on va dire, chavuta, leurs compagnons. Alors, on va dire, c'est un certificat de jumelage. Et qui font ça ensemble, et donc, comme ça, et chaque année, ça se reproduit, il y en a qui l'ont. Alors, pas tout le monde. Si j'aurais trouvé sur 30 personnes, j'aurais pas de problème. Le problème, c'est qu'on a 30 personnes, donc Bachourim, plus encore Avrechim. L'Avrechim, c'est les Israéliens, pas les Français. Et grâce à ça, les Bachourim français, eux-mêmes, ils ont un contact avec eux. D'accord, mais vous avez les 30 Issachar? Voilà. Issachar, oui. Issachar, non. Zvulun, non. Oui, pardon, vous avez les 30 Zvulun. Voilà. Non, pas les 30 Zvulun. On n'a pas les 30 Zvulun. Et donc, et naturellement, c'est aussi comme ça, le fait que très souvent, plusieurs fois, j'ai reçu des téléphones, des personnes, des chefs des instituts, des Rosh Mosdot de France, qui m'ont dit, écoute, j'ai tel bachou qui voudrait venir à la yeshiva, tel yeshiva ne va pas accepter, parce qu'ils n'ont pas de quoi payer. Je m'excuse, c'est pas l'éducation qu'on a su, c'est parce que je suis des rabbanim qui viennent étudier la Torah et qui viennent. Ils ne peuvent pas payer, c'est pas grave. Hachem, il est là, c'est lui qui va s'occuper de lui. Encore une fois, je suis même frustré qu'on me pose une question pareille. La Torah, c'est pas un business. La Torah, on l'enseigne. C'est sûr qu'on a besoin qu'on paye un petit peu, mais ceux qui ne sont pas capables, ils ne sont pas capables, alors quoi? Je fais encore plus. On parle d'aujourd'hui, on parle maintenant, ce matin.
Un jeune, je lui ai donné un billet. Va t'acheter une kippa, va t'acheter des habits. Il l'avait pas. Combien de jeunes qui n'ont pas? Alors, je m'occupe d'eux. Mais est-ce qu'on peut donner, je sais pas si on peut être plus concret, mais est-ce que vous arrivez à chiffrer en termes de mois, mensuellement, combien de dépenses vous avez? Combien ça coûte de tenir une yeshiva? De 30 élèves, plus les avrechim, plus les rabbinim qui enseignent. En shkalim, c'est 90 000 shekels. Ah ouais, c'est clair. Ouais, attends, c'est clair. Par mois. Ouais. À l'année, presque 1 million à l'année. Ouais, plus qu'un million. Ah, Plus c'est qu'un million. énorme. Oui. C'est énorme. Chaque fois, Hachem il nous envoie comme ça. Donc une aide du ciel constante et une émouna en béton. Je vais dire quelque chose. Parce que c'est une responsabilité. Alors, il y a deux choses que je vais vous raconter. Il y a deux choses que je vous raconte. Une aide du ciel, je dis pas c'est une aide du ciel. C'est lui qui fait tout. Voilà, c'est une chose. Une fois, à ce moment-là, les années précédentes, on faisait un gala. Quelqu'un qui a parlé, oui, il faut aider Rav Dromashkin, il faut aider Rav Dromashkin. Je ne pouvais plus supporter cette phrase-là. Après, il m'a crié, tu me dois tout casser. Je dis, quoi? On m'aide à moi? Qui c'est qui va être associé à moi? Ça oui, venez soit associé avec Rav Dromashkin. Mais on m'aide pas du tout. On aide à aider les enfants d'Hachem. C'est pas moi. C'est les enfants d'Hachem. On est tous responsables. Il n'y a pas de différence. Le fait que, naturellement, que j'ai eu d'avoir un bagage de Torah derrière moi, et je parle français, et encore plus d'autres langues, donc j'arrive à m'intégrer un petit peu dans tout le monde, en Israël, tout le monde de Torah, donc, j'ai pris cette possibilité de faire ça. Vous m'avez posé tout à l'heure une question. Pourquoi? Qu'est-ce qui m'a pris de faire ça? Parce que Hachem m'a envoyé mes capacités. Chacun, Hachem nous donne des possibilités. Que ce soit au niveau des forces, au niveau matériel, à tous les niveaux. Quand Hachem nous donne, c'est une matana d'Hachem. Hachem nous donne seulement si on l'utilise pour lui, pas pour son propre intérêt. On a parlé un petit peu tout à l'heure en introduction, la petite surprise que vous avez, que vous détenez. Est-ce que vous pouvez un petit peu nous en parler? Écoutez, je sais que ça va faire des jaloux. Mais comme je disais tout à l'heure, c'est pas pour moi. C'est pour la Torah d'Hachem, c'est pour les enfants d'Hachem. Comme je vous ai raconté plusieurs fois que j'ai eu le mérite d'être proche de Rav Kanevski dans Israël. Un jour, je vais chez le fils de Rav, donc Rabbi Yitzhak Shaul Kanevski, qui est maintenant, je ne vais pas dire remplaçant de son père, mais disons qu'il est en train de prendre le bon chemin. Je lui fais, dis-moi, qu'est-ce que je fais? Avec les Shiva, qu'est-ce que je peux faire? Pourquoi tu le mets? Parce qu'il y a des moments difficiles. Très difficile. D'accord. Très difficile. Très, très difficile. C'est vrai que après le gala, quand on fait pas un gala, quand on fait la campagne, les premiers mois après la campagne, ça tient coup. Et après, faut comprendre que... 98 000 voilà. Non, Hachem, encore une fois. Celui qui envoie les 5 shekels pour acheter sa pita, il peut envoyer 90 000 shekels, il n'a aucun problème à ce niveau-là. Mais moi, bon, voilà, c'est pas toujours qu'il me répond, quoi. Des fois, je lui demande, des fois, il me répond, des fois, il ne répond pas. Parce que si on répond tout le temps, après, on risque de l'oublier. Alors, il m'a dit, écoute, je vais te donner quelque chose, mais sache bien les utiliser. Quelque chose de très privé. Quand je vous parle, j'ai la chair de poule. Je lui ai donné deux talitotes que mon père il a porté. Donc 2 talit katan que Raphaël Kanevski il avait étudié la Torah dessus avec. Mais fais attention que ça reste beaucoup douchant. Unique au monde. Il en avait 5. Et vous en avez combien? Alors, j'en avais 2. Il y en a un. À un moment, j'avais pas le choix. J'avais plus de quoi. Allez, je sais pas. Plus rien. Il y a quelqu'un qui m'a bien sorti. Il arrive à l'acheter. Mais voilà. Donc là, il vous en reste un. Ouais, vous avez donné un talit du Rav Kanevski qu'il a porté. Oui. Et là, Rav Sachaoul, je lui ai demandé comment ils peuvent savoir que c'est de Rav Kanevski, c'est possible que c'est de moi. Il fait, s'il y a un problème, j'ai écrit directement la place, le mot, etc., que je peux témoigner, il n'y a pas de problème, on sait. Voilà. Et juste, qu'est-ce que ça fait au niveau, on va dire, spirituel de porter le talit du Rav Kanevski? Attendez, quelqu'un qui a sué, il a été nettoyé, hein. Mais quelqu'un qui a sué la Torah dessus, vous savez pas comment ça, il y a marqué dans Apikabala, pas seulement Apikabala, on porte le keli de Bouchard. C'est pas juste porter sa chemise, c'est le porter sur lequel il a fait la bracha tous les jours. Faut comprendre de quoi il s'agit. C'est avec ça qu'il a fait sa mitzvah tous les jours. C'est la mitzvah qu'il fait 24 sur 24 pendant la journée, quoi.
Depuis Netzach Hama jusqu'à Shkat Hama, pendant 12 heures d'affilée, il avait ça sur lui. Avec sur lequel toute la Torah, toute la Gdusha, tout ce qu'il a étudié, tout ce qu'il a conseillé au monde est dedans. C'est imprégné de Gdusha. Qu'est-ce que vous en faites de ce talit? Pour l'instant, Oui, il est où? Qu'est-ce qu'il fait? il est dans un coffret à la maison, dans un endroit fermé à clé. Voilà. Ok. Et un jour, on va le sortir. Un jour, on va le sortir, oui, pour au profit de la yeshiva. Si je trouve quelqu'un... Hein? Oui. Profil de la yeshiva. C'est pas bon. Il ne me pas donné bon. Non. Il ne me pas donné bon. C'est seulement par rapport à la yeshiva elle-même que pour eux, ils ont compris que la yeshiva, que de l'Israël, comme il a dit Rabbi David, que c'est une yeshiva la plus importante, donc ils pensent que c'est Azakator. Je veux dire qu'il y a une petite des fois, on se pose des questions. Des fois, j'étais en train d'attendre, pour ceux qui connaissaient, quand on était chez Rav Kaminsky, des fois, il y avait des grandes queues. On marche là-bas, les escaliers qui descendent jusqu'en bas. Voilà. Et un jour, tout le monde attendait plein d'univers. Moi, j'arrive là-bas, j'ouvre la porte, et le fils de Rav Kaminsky me voit, il fait, tu viens. Alors tout le monde crie, c'est quoi ce piston, etc. Ouais, il a dû verser l'argent. J'étais mal à l'aise. Tout le monde attend pendant des heures, et puis il fait rentrer. Vous savez que c'est le titre de Rav Kaminsky, le fils de Rav Kaminsky, j'étais impressionné. Il a dit comme ça. Est-ce que vous savez pourquoi vous avez touché le Rav? Parce qu'il est plein de Torah. Parce qu'il étudie la Torah toute la journée. Donc, quelqu'un qui s'occupe de la Torah, c'est lui qui doit penser avant, parce que vous avez rappelé la Torah. Sinon, vous n'avez rien à faire ici. Donc, c'est normal qu'on va le demander le Rav Dormashkin, parce qu'il représente la Torah qu'il est en train d'enseigner. Donc, c'est lui qu'il faut prendre avant tout le monde. Des fois, on a l'impression, on voit des gens, tout ça, des gens qui rentrent, etc. Mais des fois, on ne se rend pas compte par derrière ce qui se passe. Ouais, non, Voilà. Très souvent, quand on est autour des Gdol Israël, c'est sûr, des fois, des fois, les Gdol Israël, ils prennent des gens avec eux, qui les aident. C'est pas parce que, des fois, c'est pour les reprocher, ces gens-là. Des fois, ils ont besoin de ça. Ils ont besoin, au niveau de Rouchaniout, d'être proches des Gdol Israël. Alors, c'est vrai que c'est des gens qui ne sont pas 100% mouchlam. Et c'est vrai, comme on dit, il y a des petites... Voilà. Mais il ne faut pas se impressionner. Une fois, chez Rav Steinman, je voulais rentrer. Quand il était déjà Rav Steinman, etc., il n'y en a pas voulu me laisser rentrer. Alors après, j'ai la Chavot Rav je lui fais ça, c'est une chose. Le Rosh Yeshiva, en parlant de Rav Steinman, il a dit, je sais qu'il y a des petites entorses. Elle m'a la sorte, pas rien faire. Mais j'ai quand même une petite anecdote. Je suis obligé de la raconter. Je suis obligé. Un jour, je vais chez Rav Steinman, parce que Rav Steinman, il venait donner shiur à la yeshiva de temps en temps, pour donner trisok à la yeshiva. Je viens chez lui, et je lui dis, Rosh Yeshiva, est-ce que Rosh Yeshiva, il peut venir donner... Non, je frappe à la porte. Alors il me voit, il a pas tout le... Encore dans Mashkin, qu'est-ce que tu veux? Non, je viens juste demander au Rav s'il peut venir donner shiur. Il n'y a pas. Aujourd'hui, il ne vient pas donner shiur. Aujourd'hui, il donne shiur à Mir. Je leur dis, je m'excuse, c'est vous qui décidez ou c'est le Rav qui décide? Non, mais c'est Rav comme ça, c'est Rav qui va décider. Je dis, très bien, laisse-moi entrer. Non, tu peux pas entrer, tu vas le déranger. Je dis, tu veux que j'aille lui dire après qu'il m'a pas laissé entrer? Il m'a laissé entrer. Il était derrière, en train de bouillir. De bouillir. Il fait, qu'est-ce qu'il doit il va encore nous faire? Je rentre chez Ashtaman, je fais, voilà, au Shiva, est-ce que ce soir on a besoin de trisok à la Shiva? Est-ce que le Rav il peut venir donner un shiur aujourd'hui? Il devait donner shiur à la Shiva Mir à Yerushalayim. Il me regarde, il me fait, combien t'as de Bachorim à la Yeshiva? Alors, c'est quoi son calcul? À la Yeshiva Mir, il y a 2000 personnes, 2000 Bachorim. Chez nous, il y a 30 personnes, donc voilà quoi, c'est Arbatzat Torah. Là-bas, il y a plus d'Arbatzat Torah que chez nous. Combien t'as de personnes à la Yeshiva? Je sais, 3000. Pourquoi 3000? Il me répond, il me demande, en yiddish. Wie viel Wochen musst du in die Yeshiva? Pour parler en yiddish. Je fais 3000. Il me reprend l'ivrite. Kama Bachum יש לך בישיבה? Je fais 3000. Il me regarde, il fait, où tu es? Tu es toujours là-bas? Je fais, oui. Comment 3000 peuvent rentrer là-bas dans Beth Midrash? Je sais pas, j'ai comme ça, je sais pas, Yeshiva. Vous m'avez dit qu'au moment où j'ai la Yeshiva, chaque Bachou vaut 100 Bachourim. Donc une Yeshiva. Donc j'ai fait le calcul. Il y a 30 corps, mais il y a 3000 Bachourim. Il me regarde. Il fait, je viens. Il a nuit là-bas, il est venu chez nous. Il est venu, il a annulé Mir. Il est pour venir à à Ochot Yaakov. Extraordinaire. Je vous en raconte une autre. Ça, c'est pour...
quelqu'un qui a comment on dit, qui est propre dans son dibour, dans ses paroles. Ce qu'il pense, ce qu'il dit vraiment, il le pense exactement comme ça. D'accord, alors une dernière pour finir, comme ça après on va clôturer aussi. Là j'ai un trou de mémoire. Un trou de mémoire. Deux secondes. Il y avait une dernière. Oui, bien sûr. Ah ouais, là, elle est très belle. Et ça, c'est bon. Rav Steinman est parti en France. Et en quelle année? Je crois en 2000, il est parti en France. En fait, il voulait pas partir en France. Et un jour, je reçois un téléphone. Il était déjà parti en Amérique, il est revenu, c'est terminé. Je reçois un téléphone d'un Rav, c'était un vendredi. Il fait, dis-moi, on voudrait faire venir Rav Steinman en France. Voilà, il y a Rav Katz, il y a tout ce monde, on est tous chez Rav Steinman dans sa chambre. On essaie d'être mecharné autour de convaincre qu'il vient en France. Et on n'arrive pas. Tu sais comment on peut faire? Je n'ai pas de problème, attendez-moi, j'arrive. Ça prend 2 minutes. Bon. Donc, j'étais pas prêt encore, j'étais bien la semaine avec les enfants. Bon, je suis quand même arrivé, 10 minutes après. Je suis étonné, discuter avec lui pendant 10 minutes, j'arrive. Au bout de 10 minutes, j'arrive. J'ouvre la porte. Je rentre en tout l'Arbanim. Je fais Mechila Rav Steinman. Je sais que je m'occupe de quelque chose qui ne me regarde pas. Je suis en Israël, je ne suis pas en France. Mais une chose, je demande. Lorsque Rav Steinman m'a demandé de partir en France, à Marseille à ce moment-là, pour pouvoir faire Rizouk, rester 2 ans pour faire un petit peu de Rizouk, pour, comme mon beau-père Zichron Livracha, qu'on a parlé avant, il nifta, je voulais pas venir, j'avais pleuré, je voulais pas sortir du Gan Eden de mon Beth Midrash. Rav Steinman m'a dit, quelle différence entre Tzfat et Tzarfat? Si on te demande de venir à Tzfat pour devenir Rizouk, il y a 3 heures de bus. Quelle différence c'est 3 heures de bus ou 3 ou 4 heures d'avion? Quelle différence? Comme ça qu'il m'avait dit à ce moment-là. Rosh Yeshiva, si on demande à Rosh Yeshiva de venir de Rizouk sur 800 000 juifs ou 88 juifs à Tzfat, est-ce que Rosh Yeshiva ne viendrait pas? Quelle différence si c'est en 3h30 en voiture ou 3h30 en avion? Il m'a regardé, il m'a dit Nitzartani. Non, voilà. Il est venu. Et voilà, et là ça a commencé le voyage. Voilà. Bah écoutez, Rav Dormashkin, merci beaucoup, c'était super intéressant. On a pu découvrir un petit peu plus les coulisses de la yeshiva, comment on la gère et comment ça fonctionne. On a gagné des petites histoires, des témoignages en même temps. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, à en parler autour de vous. Et moi, je vous dis à bientôt sur Torah Inside pour découvrir ensemble les coulisses du monde de la Torah.